Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit bilan sur la semaine qui arrive, la semaine qui s'est déroulée en fait. Plus précisément, j'ai parlé du combat de Cateral contre Progrès, qui m'intéresse pas mal. J'avais quelques trucs à dire sur ce combat, et en fait, le combat était reporté. Il devait se dérouler en août à la base. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'en parlerai plus tard. Juste avant d'en parler, je voulais faire un petit big up au poteau Team Tiu. Certains le savent peut-être, c'est grave bon gars Team Tiu. C'est un boxeur que j'aime énormément, qui pour moi en fait a redynamisé un peu à lui seul la catégorie de super welter après que Charlo ait décidé de foutre un peu le camp. Et puis là il a perdu contre Fundora en début d'année, dans une défaite qui était pour moi assez déchirante parce qu'en gros il a eu une coupure très importante sur le front qui l'a vraiment gêné. Pour moi il dominait le combat sans aucun problème sur les trois premiers rounds et je suis persuadé que Fundora n'aurait pas passé 6 ou 7. Puis il y a cette coupure qui intervient, il aurait pu décider d'arrêter le combat, ça se serait fini en no contest. Il aurait gardé tous ses titres. Enfin, il aurait gardé son titre WBO, parce que la WB c'était vacante à l'époque. Mais il a choisi de faire le beau jeu et de continuer de repartir au front pour les rounds 4, 5, 6, etc. Jusqu'à finalement perdre une décision partagée, qui pour moi du coup était... alors je ne reviens pas forcément sur le scoring du combat, mais on va dire que le mec qui aurait mérité de gagner vis-à-vis du scénario, c'était Tsiu, qui décide de combattre malgré la blessure. Il prend après quelques temps, visiblement une revanche aurait dû avoir lieu entre les deux. Finalement, elle n'a pas eu lieu, parce qu'en même temps, Fundora avait une nez cassé, si je dis pas de bêtises. Donc d'ailleurs, Fundora a toujours pas combattu, hein. Donc finalement, une revanche n'a pas eu lieu entre les deux. Après, et donc il a décidé d'aller se diriger vers le titre IBF, puisque donc en gros, on a Terence Crawford qui est arrivé dans la catégorie et qui a remporté le titre WBA contre Madrimov. Et donc à ce moment-là, la catégorie des super welter, qui était déjà une bonne catégorie, c'est instantanément devenu the catégorie en boxe anglaise, avec énormément de boxeurs très intéressants à l'intérieur, également Virgil Ortiz qui est très connu. Et comme on se doute que Crawford va aller chercher l'Undisputed dans le super welter pour tenter de devenir le premier boxeur de l'histoire dans l'ère des 4 ceintures à devenir incontesté dans 3 catégories différentes, forcément, si tu veux ton gros payday, ton gros chèque contre Crawford, et ta grosse exposition médiatique, et potentiellement devenir le premier homme qui bat Crawford, et forcément il faut un titre, parce que sinon Crawford risque de pas trop venir te chercher. Ou alors il faut s'appeler Ortiz, mais bon, Kim Sue s'appelle pas Ortiz. Et donc là, d'un coup, Tsiu aurait dû être unifié de ceinture et donc candidat de choix pour que Crawford l'affronte juste après Madrimov, se retrouve d'un coup sans ceinture. Donc il a été obligé d'aller chercher l'IBF avec grande hâte. Donc de base, il devait être mandatory contre Erickson Lubin. Il aurait dû combattre contre Lubin pour la ceinture intérimaire. Mais Lubin, qui est un vétéran des super welter, n'a pas voulu le combat. Lubin ne veut pas de cette fumée, donc du coup Tsiu s'est retrouvé directement propulsé challenger pour la ceinture IBF de Murzataliev, qui était un boxeur russe honnêtement un peu inconnu, qui a gagné sa ceinture contre un autre mec un peu inconnu. Donc Murzataliev qui était un boxeur qui était un peu intesté et avec beaucoup d'interrogations sur lui. Alors il était malgré tout classé 10ème par The Ring, hein, mais on va dire qu'il n'avait pas affronté les gros noms de la KT, et Tim Tsiu c'était le premier gros nom de la KT qu'il affrontait. Là où Tsu, lui, avait affronté beaucoup de gros noms de la KT auparavant, genre Mendoza qu'il avait battu, à une époque où Mendoza c'était vraiment quelque chose par exemple. Donc si vous voulez, et il avait battu Harrison aussi. Donc si vous voulez, quand on se met à avoir Tsu contre Murzataliev, pour moi c'était, et je vais être honnête avec vous, hein, complètement du pain béni pour Tsu. Je connaissais pas trop Murzataliev, mais je trouvais que Tsu était vraiment excellent. Et pour moi, ça faisait pas trop de doute en fait. Tsu allait bouffer Murzataliev, allait récupérer le titre IBF, allait se positionner pour affronter Crawford. On allait avoir un très bon combat. Je voyais pas forcément Tsu favori, mais comme c'est mon gars, s'il a un combat contre Crawford, je suis trop content et je l'aurais soutenu. Quitte à ce qu'il perde, hein, je l'aurais soutenu dans la défaite. Et pour moi, c'était déjà tout tracé. Si par hasard on avait un Fundora Crawford avant, Tsu aurait sûrement pris un bon gros challenger en attendant, parce que Tsu c'est un bonhomme, c'est un mec qui prend les challenges. On se serait retrouvé avec un Tsu Virgil Ortiz, un Tsu Bohachuk, probablement un Tsu Ortiz d'ailleurs, je pense, parce qu'Ortiz aurait voulu un titre aussi entre temps, pour derrière avoir son Undisputed contre Crawford. Donc on aurait eu un Tsu Ortiz, et ça aurait été magnifique, et voilà, le scénario était super bien, et puis voilà, tout allait trop bien. Sauf que c'était peut-être justement trop beau comme scénario, et j'ai probablement manqué de respect à Murzataliev, hein, en considérant que même malgré le fait que ce soit un champion du monde, malgré le fait que ce soit un boxeur classé dans le top 10 de The Ring, je l'ai honnêtement considéré comme étant très inférieur à Tsu, et je m'attendais à ce que Tsu le croque. En fait c'était pour moi une évidence que Tsu allait le bouffer, et il m'a fait complètement mentir, puisque donc le combat a eu lieu hier, ce matin en France, entre Tsu et Murzataliev, et Murzataliev a détruit Team Tsu. Il l'a envoyé violemment au tapis au deuxième round, il l'a baladé, je crois qu'il l'a envoyé 3 fois au tapis au deuxième. Il a repris le travail de démolition au troisième, où même si Tsu fait un bon début de troisième round, en fait il tient une minute avant de se refaire toucher et de repartir tout de suite au tapis. Finalement le coin arrête, donc c'est le coin de Tsu qui jette l'éponge. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait, honnêtement,
quand je le voyais se faire marteler les trous dans les cordes, je me disais à tout moment l'arbitre arrête. Finalement, c'est le coin qui arrête en premier. Donc je pense que c'est une décision qui est parfaitement compréhensible. Évidemment, ça me fait beaucoup de mal au cœur, hein, parce que bah, Tsu, c'est mon gars, et on retourne pas sa veste, hein, donc je reste dans la team Tsu, même dans la défaite. Évidemment, ça me fait beaucoup de peine. Voilà, c'est un boxeur que j'aime énormément. En même temps, bah, je pense que Tsu a fait la même erreur que moi. C'est-à-dire que bah, lui aussi, il a considéré que Mourzataliev, c'était voilà, du menu Frodin. Ce qui est justement un truc que normalement Tsu ne fait pas. Un type qui reste. Enfin, moi j'adore Tsu, si vous voulez, parce que son style de combat, c'est pas le style le plus technique du monde, mais il fait ce qu'il faut. Et puis quelle mentalité en dehors du ring. Le mec il veut juste les challenges, il veut juste les meilleurs. Quand il était mandatory et qu'il attendait Charlot, il n'a pas hésité à remettre en jeu son mandatory contre les meilleurs autant de fois qu'il le fallait. Le mec juste cherche à initier et il a toujours été jusqu'à aujourd'hui dans le respect et avec un caractère de guerrier. Preuve en est, hein, après la coupure contre Fundora, au lieu de prendre la porte de sortie pour le no contest et garder son titre, bah, il prend le risque d'aller 9 rounds avec du sang qui lui coule dans l'œil, il prend le risque de s'arrêter par le médecin et de perdre un TKO, et puis le mec il va, et finalement il perd le combat. Donc c'est une mentalité que j'aime énormément. Et je pense qu'il a sous-estimé Mourzataliev sur ce combat-là. C'est peut-être la première fois qu'il sous-estime un adversaire et qu'il ne le prend pas au sérieux et ça lui retombe directement dessus. Donc c'est tragique, très cruel, mais en même temps, ben voilà, il a joué, il a perdu. Évidemment, ça déraille beaucoup de choses. Pas tant au niveau du super plan dont je parlais juste avant, parce que je pense que le super plan dont je parlais juste avant va juste se dérouler en remplaçant Mourzataliev par-dessus. Donc je vois bien un Crawford Fundora. Mais finalement, il y a Errol Spence qui est revenu dans la course en plus entre temps. Donc en fait, ça va peut-être un peu tout faire bouger les choses. Parce que ouais, Spence qu'on pensait mort et enterré qui est revenu et qui a fait en fait non, en fait je suis là. Et Fundora, je suis chaud, on s'affronte. Donc en fait à tout moment ça va encore retarder un peu tout le truc. En tout cas tout ça pour dire que donc, Tsu est au fond du fond. L'interview d'après combat fait vraiment de la peine, hein. Évidemment les journalistes toujours en excellent travail. Le boxeur vient de se manger un KO, il est toujours pas net. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette défaite? Donc bon voilà vraiment, hein, les moments où les athlètes sont les plus lucides quoi. Donc il s'est demandé ce qu'il avait touché, etc. Enfin bref, c'est beaucoup de peine à voir. Globalement, les limites de Tsu qui ont été montrées ici, c'est que c'est un boxeur qu'il est possible de contrer lorsqu'on frappe en même temps que lui dans les enchaînements. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ses qualités défensives là-dessus. Et oui, mais en vrai, pour moi, c'est pas un boxeur qui a non plus une défense si nulle que ça. Alors je dis pas que c'est un master de défense, hein, clairement pas, mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer la défense de Tsu en disant que Tsu est le pire défenseur qu'ils ont jamais vu, que Tsu n'a aucune défense. C'est faux. Tsu a de la défense. C'est pas un boxeur défensif du tout, je suis pas en train de dire ça, mais Tsu défend un peu. Typiquement, il y a un truc qui fait pas mal, qu'il a d'ailleurs tenté et qu'il a réussi à faire contre Mourzataliev, qui est un truc qui fait beaucoup, il roule avec l'épaule, exactement comme avec un Finichel. Et je vous assure, regardez quelques combats de Tsu, c'est un move qu'il fait souvent, il roule avec l'épaule gauche et il renvoie un gros bras arrière après, c'est exactement le shoulder roll, Tsu le fait. Également, il prend des pas de retrait, et il y a une garde qui est à peu près active qui lui permet de prendre des coups et d'attraper, voilà. Donc Tsu a une défense. Simplement, là où un boxeur est le plus vulnérable, c'est quand il frappe, parce que tu es obligé de te découvrir quand tu frappes. Mourzataliev a fait un travail de contre qui était exceptionnel, et ce qui est sûr ici, c'est que Tsu, il lui a manqué un plan B. Lorsqu'il s'est fait toucher dans les échanges, qu'il a tenté de mettre le pressing sur Mourzataliev, il a tenté de mettre le pressing et de le bouffer avec sa puissance et son débit, comme il faisait beaucoup avec d'autres affaires à l'accoutumée. Il a peut-être été un petit peu moins technique que d'habitude, et un peu moins prudent que d'habitude, parce qu'il a peut-être cherché plus le coup dur, et il a peut-être moins été patient et moins cherché à préparer ses attaques. Il s'est découvert pendant ses combinaisons, et ça a été fatal parce qu'il s'est mangé des contres, et une fois que ça lui est arrivé, donc une fois qu'il allait sur le cul parce qu'il s'est mangé un contre en se découvrant, là où on peut pour moi lui faire une critique, c'est qu'il n'a pas montré de qualité d'adaptation. Ça c'est une vraie critique, il a fait le même game plan, il s'est refait toucher tout pareil, 5 fois. Je sais plus combien de fois il a tapis, je crois 6, mais enfin, c'est un monde délirant. Donc pour moi c'est surtout là qu'on a vu des limites de Tsu. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé le côté sportif de Mourzataliev derrière, qui lui a dit de pas abandonner, qui lui a même proposé qu'ils s'entraînent ensemble. Donc c'est super, que demander de plus. Je connaissais pas du tout Mourzataliev. Enfin du coup, vous avez compris que c'était un boxeur, je connaissais son existence quoi. Mais j'ai honnêtement une estime assez faible du gars, pas dans le sens où je l'aimais pas, mais juste dans le sens où j'avais très peu de considération pour lui. Et j'en ai tout de suite beaucoup plus. Un type que j'ai trouvé du coup très bon, très intelligent, qui savait ce qu'il allait faire, et en même temps qui a montré pour moi un très très bon fair play après le combat. Donc un boxeur qui m'a très agréablement surpris, même si évidemment je suis très déçu pour dessus. La question c'est est-ce que c'est un mauvais match pour lui? Peut-être. Et honnêtement j'ai négligé Mourzataliev, hein, donc je n'ai pas été capable de l'analyser. Peut-être un mauvais match pour Tsu. Est-ce que c'est la fin de Tsu? On a vraiment en fait l'impression, a posteriori, si ça s'arrête maintenant, qu'en fait il a eu un prime au moment où Charlot commence à se barrer, ce qui est presque pas de chance pour Tsu, parce que du coup il a eu un prime de 1 an, 2 ans, dans lequel c'était la terreur des super welter,
Et il aurait peut-être battu Charlot à ce moment-là, mais du coup Charlot ne voulait pas l'affronter. Et au moment où la catégorie s'enflamme vraiment, et pour moi s'enflamme parce que Tsu a rallumé la flamme, en fait il décline et il se met à manger défaite sur défaite. Si c'est ce qui donc si Tsu ne rebondit jamais, c'est ce qui restera de l'histoire de Tsu. Et ce sera assez sad de voir qu'un type a réussi à rallumer une catégorie qui était excellente, qui s'éteint parce que le champion incontesté fait n'importe quoi, et que Tsu à lui tout seul la rallume, de voir que derrière tout le monde va croquer sur le gâteau que Tsu a cuit et que lui pourra même pas le goûter, forcément, à peine parce qu'il a chopé la petite WBO l'espace de quelques mois, forcément ça fera de la peine, moi ça me fera de la peine. Donc j'espère qu'il réussira à rebondir. Honnêtement, il va devoir prendre du temps avec sa team, etc. Beaucoup de remises en question. J'espère qu'il nous reviendra plus fort. Et je resterai dans le bateau de mon gars, hein. De toute façon, de la même manière que je reste dans le bateau de Spence, s'il y a bien contre Fundora, je reste dans le bateau de Mongetsu. Et je souhaite un très très bon rétablissement. Finalement, j'ai prévu de parler dessus en 2 minutes et c'est 11 minutes. Donc, est-ce que je parle de Catéral? Allez, on va faire une petite vidéo dessus et Catéral. Allez, on s'en fout, de toute façon. De toute façon, je vais faire ça qu'on a vu, donc qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, je vais parler de Catéral et Progrès. Ça va peut-être du côté cool de faire une vidéo où je parle que de dessus, une vidéo où je parle que de Catéral. On va dire qu'on fait des petites reviews et d'actualité. Catéral Progrès, donc ça va avoir lieu la semaine prochaine. Donc Jack Catéral, c'est un anglais qui est en super léger, hein, donc ça se passe en super léger. C'est un anglais que des gens connaissent peut-être pas tant que ça, en fait je sais plus trop, mais c'est un bouc qui du coup va affronter Josh Taylor, qui a perdu une décision partagée en 2021 pour le titre incontesté des poids super légers. Suite à ce combat, Taylor a été destitué de pas mal de ceintures. Ils ont fait une revanche en 2024 où Catéral a gagné. C'était un très bon combat, c'était en début d'année. Et ensuite, là, il a décidé d'affronter Régis Progrès. Régis Progrès, qui est donc un ancien champion du monde aussi, même double champion du monde. Un type qui avait d'abord perdu contre Josh Taylor, dans un combat qui était plutôt cool. Et ensuite, un type qui s'est fait laminer par Devin Haney en décembre dernier. Vraiment, il s'est fait shut-out. 107, 120, il fallait 3 cartes pour Haney. Un moment où Haney a été vu comme étant extrêmement dominant, extrêmement fort. C'est un boxeur qui avait déjà montré quelques déclins sur les combats précédents, celui contre Haney. Mais pour moi, ça a été un combat où on a vraiment vu un statement énorme de Haney, ce qui est du coup d'autant plus dommage qu'il soit fait laminer par Garcia après, parce que pour moi, Haney n'a jamais été aussi impressionnant que contre Progrès, et j'ai l'impression que son momentum s'est évaporé contre Garcia. Ce sera notre débat, mais revoyez le combat Progrès-Haney, vous vous rappellerez à quel point Haney peut être dominant, vraiment. Et pourquoi est-ce que Haney est rentré aussi haut dans les top 100, parce que Progrès, c'est pas un clown du tout. Donc ces deux boxeurs vont se faire ce combat-là. Globalement, je pense que vous vous en doutez, mais vu ce que je traduis là, je considère plutôt Catéral comme étant favori. Malgré tout, je suis pas du tout content de ce combat-là. Et j'attendais depuis, je sais plus, le combat était annoncé en juin, je crois. Depuis juin, j'ai envie de défoncer cette affiche. J'ai dû attendre, je pensais le faire en août, mais du coup, le combat a été reculé parce que Catéral s'est blessé. Donc ça fait 3 mois que je range mon frein à vouloir défoncer cette affiche. Ouais, je suis pas content de cette affiche. Parce qu'en gros, il y a des éléments que je vous ai pas donnés. C'est le fait que Catéral, en fait, en 2021, en fait, il bat Taylor. En fait, il faut dire les termes. Catéral en 2021 bat Taylor et Catéral devient le champion incontesté des super légers. Sauf que Catéral se fait voler, très clairement. Si vous voulez, c'est un niveau de vol où les gens parlaient encore 3 ans après, alors que Catéral, c'est pas un boxeur très populaire. Il y a eu des dingueries, hein, je me souviens plus tout à fait, parce que j'étais allé check sur Wikipédia un petit moment. Mais il y a eu des dingueries, hein, genre il y a eu des trucs au tribunal et tout, ils ont envoyé des lettres à toutes les fédérations pour essayer d'invalider le jugement. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on entend qu'il y a des boxeurs qui veulent invalider une décision. Là, c'est allé loin. Et en fait, c'est allé tellement loin que Taylor n'a pas combattu pendant un bon moment, jusqu'en 2023 où il combattait Teofimo Lopez. Et c'est allé loin qu'en fait, toutes les fédérations ont dit ok, Taylor, on te retire tes titres de champion, donc toutes sauf la WBO, parce que en fait, tu as perdu ce combat. Donc, si vous voulez, c'est à ce stade de vol. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Haney Loma, comme quoi c'était un super vol, le plus gros vol qu'ils ont vu. Haney est resté champion après ce combat-là. Même si Loma, on s'en est aussi plein. Et Loma est un boxeur que les gens aiment bien. Donc les gens ont beaucoup râlé sur Haney Loma. À côté de ça, Taylor Catéral, c'est une bonne grille. Le truc, c'est que du coup, ça a complètement bousillé la carrière de Taylor, qui n'a pas fait de combat pendant 2 ans, qui est revenu pour se faire laminer contre Lopez, et qui a refait un combat contre Catéral où il se refait laminer. Entre-temps, Catéral, il a pas mal stagné durant sa carrière, parce qu'il a tout fait pour avoir cette revanche, parce que Catéral, j'insiste, aurait dû devenir incontesté à ce moment-là. Revanche qu'il a eu, mais trop tard, parce que Taylor avait perdu son titre entre-temps. En plus, ces deux boxeurs s'aimaient pas, machin, donc la revanche était très hypante, et c'était un très bon combat, que je vous invite à regarder, hein. Il avait eu lieu en début d'année, autour du mois de mai. Ou avril, je sais plus, je crois que c'était mai. Donc super combat. Donc là on est content et tout va bien. Tout va bien. Et puis ensuite, le truc c'est qu'en fait Catéral du coup est toujours pas champion. Et entre temps toutes les ceintures ont été redistribuées. Et puis Catéral, il ronge toujours son frein, parce qu'il est toujours pas champion. Il a combattu des bons adversaires après, hein, notamment Linares.
mais qui n'était pas champion. Il raffronte Taylor pour enfin essayer de tourner la page et de confirmer, ou d'affirmer le fait qu'il aurait dû battre Taylor en 2021. Et il confirme en battant Taylor assez honnêtement. Donc ça y est, c'est confirmé, Caterhal était meilleur que Taylor. Tout le monde le sait. Évidemment, hein, ça ne veut pas dire que un combat, si tu gagnes contre un combattant en 2024, ça ne veut pas dire que tu aurais dû gagner contre lui en 2021. Mais on va dire que c'est un moyen de dire, ok, regardez cette défaite très controversée, que j'ai perdu de pas grand chose. Bah, en fait, j'ai dominé ce mec 3 ans plus tard dès que je peux avoir ma revanche. Donc c'est qu'en vrai, je l'avais battu en 2021. C'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. C'est pas rigoureusement vrai mathématiquement, mais vous avez l'idée. Donc super pour mon pote Caterhal. Et en fait, à partir de là, moi j'étais en mode, mais maintenant donnez-lui son title shot. Ça fait 3 ans que le mec est censé être incontesté, enfin qu'il aurait dû être incontesté. Alors il aurait sûrement perdu depuis, hein. Mais ça fait 3 ans que le mec aurait dû toucher au bout d'avoir d'être champion du monde. Et là, j'ai l'impression de voir un Joseph Parker. J'ai l'impression de voir un Gilles Chang. J'ai l'impression de voir un mec que le business ne respecte tellement pas. Et donner une chance mondiale à ces gars-là. Et autant, si vous voulez, les lourds, il y a un seul champion, on en a deux, il y a Dubois, il y a très peu de champions, il n'arrête pas d'être dans des histoires de combat revanche, il combat une fois tous les ans. Si vous voulez, c'est juste que personne n'a de chance mondiale. Donc à la limite, que Jean n'en ait pas une, que Parker n'en ait pas une, de toute façon personne n'en a une, quasiment, donc ok. Mais là, les super légers, les ceintures, elles tournent. Il y a 4 champions différents, il y a plein de champions depuis Taylor. On a vu Mathias, on a vu Barrow, on a vu Progrès, on a vu Haney, on a vu Garcia. On n'a pas vu Garcia, mais on a vu Haney. Et la WBA, on a vu Pitbull Cruz, on a eu Rolly Romero, et maintenant on a Valenzuela. Rayo Valenzuela. Donc des champions depuis Taylor. Et on a eu Lopez, du coup, qui a vraiment battu Taylor pour le titre WBO. Donc si vous voulez des champions depuis Taylor, on en a eu mais plein. On en a eu mais plein. Et je ne comprends pas pourquoi, parmi la dizaine de noms, petite dizaine de noms que j'ai cités, Caterhal ne fait pas partie des gens qui ont eu la chance au titre. Parce qu'évidemment, parmi tous les noms que j'ai cités, vous vous doutez bien qu'il y a autant de noms qui ont eu une chance au titre et qui l'ont juste pas remporté. Zepeda, par exemple, qui a une chance contre Progrès, et qui a juste pas remporté son titre. Et donc je comprends pas pourquoi on a eu genre 12 mecs qui ont eu des chances pour les titres en super léger, et que Caterhal n'en fait pas partie. Et si vous voulez, maintenant qu'il a enfin battu Josh Taylor, donnez-la lui sa chance pour le titre. Donnez-la lui. Surtout que c'est potentiellement quasiment le meilleur super léger actuel. Et à la place de ça, on lui fout Progrès. Progrès qui est un combattant qui vient de perdre un shutout contre Haney, qui avait défendu son titre de manière extrêmement controversée, pas aussi controversée que Taylor Caterhal, mais de manière controversée le combat d'avant, et qui même s'il est clairement sur les déclins, il devrait se faire battre par Caterhal, reste un combattant qui a du punch et un combattant qui est dangereux. Donc en fait, si vous voulez, on donne un peu la possibilité de Caterhal de se faire éteindre par un mec. Et même, on lui demande de relancer la machine encore une fois. Parce qu'à tout moment, mauvaise soirée, mauvais match-up, il se fait battre. Et je trouve ça pas juste. Honnêtement, je trouve ça pas juste. La prochaine étape, c'est quoi? Donner du Cyprien Mathias, tant qu'on y est. Comme ça, il va battre tous les mecs que personne ne va affronter. Et il aura toujours pas de chance pour le titre. Honnêtement, il a une meilleure opposition que certains champions de la KT depuis quelques années. Et le mec est pas champion. Donc pourquoi un mec qui aurait dû battre Josh Taylor, qui bat des meilleurs mecs que beaucoup de champions, n'a toujours pas de chance pour le titre? Ça je comprends pas. Et je sais que c'est pas le combattant le plus connu, je sais que c'est pas le combattant le plus populaire, parce qu'il a un style très défensif que beaucoup de gens critiquent, parce qu'ils sont chiés durant ses combats. Voilà, je veux bien. Sauf qu'en fait, ouais, mais en fait, c'est pas juste. Et lui donner Progrès, c'est pas une affiche dont je suis content. C'est une chance pour Progrès, parce qu'à tout moment, il bat un beau nom et il est directement relancé. Mais ça est cool pour ce pauvre Caterhal, quoi. Et donc, depuis qu'on a l'affiche, je sais que c'est une affiche sur laquelle je suis pas content, c'est une affiche sur laquelle je râlerai. Et j'insiste, hein, mais donnez-nous Super Mathias la prochaine fois, tant qu'on y est. Donnez-lui Mathias. Non, moi ça me va pas. Donc bon. Après, évidemment, les gens s'en foutent, hein. Je veux dire, à mon avis, les gens n'en ont rien à faire. Mais perso, je pense qu'il est temps que Caterhal ait sa chance mondiale. Je pense même qu'il est temps que Caterhal ait sa chance contre Lopez, qui est champion de The Ring. Ça mériterait qu'il ait sa chance contre Lopez. Je pense que ça serait de bonne guerre. Bon, je pense que ce sera le cas. Mais ce serait une affiche qui serait plus attractive que contre Glaggett et clairement plus méritée. Même si bon, peut-être plus dangereuse également pour Lopez. Mais au lieu d'essayer d'aller chercher Terence Crawford et Jaron Ennis, voilà, Teofimo Lopez prend un vrai challenger, prend Jack Caterhal. Voilà. Et là, on sera potes. Parce que tu feras ton job de champion comme il faut. Et c'est pas d'aller chercher un money fight alors que t'es peut-être pas capable de battre Caterhal. Voilà, fais les choses dans l'ordre et puis tout se passera bien. Je rentre pas trop dans l'analyse un peu plus détaillée du combat parce que de toute façon je suis nul pour essayer de choper des pronostics et je suis nul pour essayer de vous dire comment les combats vont se dérouler. Non, surtout que autant Beterbiev Bivol, j'ai vu tous leurs derniers combats plusieurs fois, donc je vais à peu près être capable d'essayer d'esquisser un peu les points forts, points faibles, quelques machins à exploiter. Progrès et Caterhal, c'est des combattants que je suis, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas rematé 8 fois les combats de Progrès, et j'ai pas rematé 8 fois les combats de Caterhal, donc je suis pas capable de vous faire une analyse en détail de comment Caterhal va battre Progrès et comment Progrès peut battre Caterhal. Je le verrai le combat et je verrai ce qui se passe, hein, mais je vais pas m'amuser à faire Madame Irma à ce niveau-là.
Je pense que vu les momentum qu'ils ont dans leur carrière, Qatar est clairement favori. Je pense que Qatar à la fin, et Qatar n'a pas envie de se faire choper une défaite, alors qu'il est peut-être sur le point d'avoir une nouvelle chance mondiale. Et je pense que Progrès est sur le déclin. Donc je mise une bonne pièce sur Qatar, mais bon, voilà, je suis à l'abri de rien. Je pensais que Sioux allait démonter Mourad Taliev et regarder où on en est. Pauvre Sioux, pauvre Sioux. Vous pouvez pas imaginer la mauvaise matinée que j'ai passée ce matin à cause de ça. Mais bref, respect pour Sioux. En tout cas, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je suis content parce qu'après on arrive en novembre. Et novembre, ça va être un très bon mois de boxe. Décembre, ça va être un très bon mois de boxe. Regardez un peu, chaque semaine, on a un bon combat maintenant. On va être gâtés chaque semaine. Donc c'est cool, évidemment, ça me donne la patate. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis j'espère que vous regarderez Catéral sur Contre Progrès. Il sera dispo, pardon, j'ai oublié de le dire, sera dispo sur DAZN. Normalement sans pay-per-view. Voilà. Vous me connaissez, hein, moi j'ai pas de partenariat, j'ai rien. Si vous le regardez ailleurs, regardez-le ailleurs. Mais si jamais vous me demandez comment le regarder, ce sera sur DAZN. Voilà, très bonne journée, très bonne soirée. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine. Allez, bye.